L'homme au costume sombre par Stephen King. Je suis désormais un très vieil homme. Et voici quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais très jeune. Je n'avais que 9 ans. C'était en 1914, l'été qui a suivi la mort de mon frère Dan dans le champ de l'Ouest, et peu de temps avant que l'Amérique n'entre dans la Première Guerre mondiale. Je n'ai jamais raconté à personne ce qui s'est passé ce jour-là, à l'endroit où le ruisseau se divise. Et je ne le raconterai jamais. J'ai décidé pourtant de l'écrire ici, dans ce cahier que je laisserai sur la table près de mon lit. Je ne peux pas écrire longtemps parce que mes mains tremblent. Et ces temps-ci, je n'ai presque plus de force. Mais je ne crois pas que cela prendra beaucoup de temps. Plus tard, quelqu'un trouvera peut-être ce que j'ai écrit. Cela me paraît probable, car c'est dans la nature humaine de regarder dans un livre marqué « Journal » après la mort de son propriétaire. Alors oui, mes mots seront probablement lus. La meilleure question, c'est de savoir si quelqu'un y croira. Presque certainement pas, mais ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas la croyance qui m'intéresse, c'est la liberté. L'écriture peut donner cela, je l'ai constaté. Pendant 20 ans, j'ai tenu une chronique intitulée « Il y a longtemps, très loin » dans le Castle Rock Hall. Et je sais que parfois, ça marche ainsi. Ce qu'on écrit finit parfois par vous quitter pour toujours, comme de vieilles photographies laissées en plein soleil, qui pâlissent jusqu'à n'être plus que du blanc. Je prie pour une délivrance de ce genre. Un homme de 80 ans devrait être depuis longtemps au-delà des terreurs de l'enfance, mais à mesure que mes infirmités s'insinuent lentement en moi, comme des vagues venant lécher de plus en plus près un château de sable bâti sans soin, ce visage terrible devient de plus en plus net dans l'œil de mon esprit. Il luit comme une étoile noire dans les constellations de mon enfance. Ce que j'ai pu faire hier, qui j'ai pu voir ici dans ma chambre de la maison de retraite, ce que j'ai pu leur dire ou ce qu'ils ont pu me dire, tout cela s'en va. Mais le visage de l'homme au costume noir devient toujours plus clair, toujours plus proche, et je me souviens de chacun des mots qu'il a prononcés. Je ne veux pas penser à lui, mais je n'y peux rien, et parfois la nuit mon vieux cœur bat si fort et si vite que je crois qu'il va se déchirer et sortir de ma poitrine. Alors je débouche mon stylo plume et je force ma vieille main tremblante à écrire cette anecdote sans importance dans le journal que l'une de mes arrière-petites-filles, je ne me souviens plus de son prénom avec certitude, pas maintenant, mais je sais que ça commence par un S, m'a offert à Noël dernier, et dans lequel je n'ai jamais rien écrit jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui j'y écrirai. J'écrirai l'histoire de la façon dont j'ai rencontré l'homme au costume sombre sur la berge de Castle Stream, un après-midi de l'été 1914. La petite ville de Moton était un autre monde à cette époque, plus différent que je ne pourrais jamais vous le dire. C'était un monde sans avions bourdonnant au-dessus des têtes, un monde presque sans voiture ni camion, un monde où le ciel n'était pas découpé en couloirs et en tranches par des lignes électriques. Il n'y avait pas une seule route goudronnée dans toute la ville, et le quartier des affaires se résumait à Corson's General Store, à l'écurie et à la quincaillerie de Tut, à l'église méthodiste, à Christ's Corner, à l'école, à la mairie, et un demi-mille plus loin au restaurant de Harry, que ma mère appelait avec un dédain inépuisable la maison des ivrognes. Mais surtout, la différence tenait à la façon dont les gens vivaient, à quel point ils étaient séparés. Je ne suis pas sûr que les gens nés après le milieu du siècle puissent vraiment imaginer cela, même s'ils prétendraient sans doute le pouvoir par politesse envers les vieux comme moi. Il n'y avait pas de téléphone dans l'ouest du Maine à l'époque. Le premier ne serait installé que 5 ans plus tard, et quand enfin il y eut un téléphone chez nous, j'avais 19 ans et j'allais à l'université du Maine, à Orono. Mais ce n'est que le toit de la chose. Il n'y avait pas de médecin à moins de Casco et il n'y avait guère plus d'une douzaine de maisons dans ce que vous appelleriez le bourg. Il n'y avait pas de quartier. Je ne suis même pas sûr que nous connaissions ce mot-là, même si nous avions un verbe
voisiner, qui décrivait les réunions d'église et les bals des granges. Et les champs ouverts étaient l'exception plutôt que la règle. Hors du bourg, les maisons étaient des fermes espacées les unes des autres, et de décembre à la mi-mars, nous tassions pour l'essentiel dans les petites poches de chaleur de poêle que nous appelions des familles. Nous nous tassions, nous écoutions le vent dans la cheminée, nous espérions que personne ne tomberait malade, ne se casserait une jambe ou ne se mettrait des idées mauvaises dans la tête. Comme ce fermier de Castle Rock, qui avait découpé sa femme et ses enfants 3 hivers plus tôt avant de déclarer au tribunal que les fantômes l'avaient forcé à le faire. Dans ces années d'avant la Grande Guerre, Motton n'était guère que bois et tourbières. De longs lieux sombres peints d'originaux et de moustiques, de serpents et de secrets. En ce temps-là, il y avait des fantômes partout. Ce dont je parle s'est produit un samedi. Mon père m'avait donné toute une liste de corvées à faire, y compris certaines qui auraient dû revenir à Dan, si il avait été encore en vie. Il était mon seul frère, et il était mort d'une piqûre d'abeille. 1 an s'était écoulé et ma mère refusait toujours de l'entendre. Elle disait que c'était autre chose, que ça devait être autre chose, que personne ne pouvait mourir d'une simple piqûre d'abeille. Quand Mama Sweet, la plus âgée des dames de l'œuvre des méthodistes, avait tenté de lui expliquer, c'était au souper de l'église l'hiver précédent, que la même chose était arrivée à son oncle préféré en 1873, ma mère s'est bouché les oreilles avec ses mains. Elle s'était levée et elle avait quitté le sous-sol de l'église. Elle n'y était jamais retournée depuis, et rien de ce que mon père pouvait dire n'y changeait quoi que ce soit. Elle affirmait qu'elle en avait fini avec l'église et que si elle devait revoir Hélène Robichaud, c'était le vrai nom de Mama Sweet, elle lui arracherait les yeux. Elle n'y pourrait rien, disait-elle. Ce jour-là, papa voulait que je transporte du bois pour la cuisinière, que je désherbe les haricots et les concombres, que je descende du foin du grenier, que j'aille chercher 2 cruches d'eau pour le garde-manger frais, et que je gratte autant que possible la vieille peinture de la porte de la cave. Ensuite, m'avait-il dit, je pourrais aller pêcher, si ça ne me dérangeait pas d'y aller seul. Lui devait passer voir Bill Eversham à propos de certaines vaches. J'avais répondu que ça ne me dérangeait pas du tout d'y aller tout seul, et mon père avait souri, comme si cela ne le surprenait pas tant que ça. Il m'avait offert une canne en bambou la semaine précédente. Ce n'était pas mon anniversaire, ni rien de particulier. Il aimait simplement me faire des cadeaux de temps en temps. Et j'étais impatient de l'essayer à Castle Stream, qui était de loin le ruisseau le plus riche en truites que j'ai jamais connu. Mais surtout, tu ne vas pas trop loin dans les bois. Pas au-delà de l'endroit où l'eau se divise. Oui, monsieur. Tu me le promets? Oui, monsieur, je promets. Promets-le à ta mère aussi. Nous étions sur le perron arrière. Je me dirigeais vers la source avec les cruches quand mon père m'avait arrêté. Il m'avait fait pivoter pour que je fasse face à ma mère qui se tenait au comptoir de marbre baigné d'un fort soleil du matin tombant par les doubles fenêtres au-dessus de l'évier. Une boucle de cheveux reposait sur le côté de son front et effleurait son sourcil. Vous voyez comme je me souviens de tout. La lumière vive transformait cette petite boucle en filament d'or, et à cet instant, je la vis comme une femme. Je la vis comme mon père devait la voir. Elle portait une robe d'intérieur couverte de petites roses rouges, je m'en souviens, et elle pétrissait du pain. Candy Bill, notre petit terrier écossais noir, se tenait en alerte à ses pieds, levant les yeux dans l'attente de quelque chose qui pourrait tomber. Et ma mère me regardait. Je le promets, maman. Et elle sourit. Mais c'était ce sourire inquiet qu'elle avait presque toujours depuis que mon père avait rapporté Dan du champ de l'Ouest dans ses bras. Il était arrivé en sanglotant, torse nu. Il avait ôté sa chemise pour la draper sur le visage de Dan, qui avait enflé et changé de couleur. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ce fut la seule fois où j'entendis mon père prendre le nom du Sauveur en vain. « Qu'est-ce que tu promets, Gary ?» « Je promets de ne pas aller plus loin que là où le ruisseau se sépare, maman. »« Pas plus loin ? Pas plus loin. » Elle me lança un regard patient, sans rien dire, tandis que ses mains continuaient de travailler la pâte devenue lisse et soyeuse. « Je promets de ne pas aller plus loin que là où le ruisseau se sépare. »« Merci, Gary. Et essaie de te rappeler que la grammaire vaut pour le monde autant que pour l'école.
Oui, maman. Candy Bill me suivit pendant que je faisais mes corvées et s'assit entre mes pieds pendant que j'avalais mon déjeuner, levant vers moi le même regard attentif qu'il avait eu pour ma mère pendant qu'elle pétrissait le pain. Mais lorsque je pris ma nouvelle canne en bambou et mon vieux panier en osier tout éraflé et que je quittai la cour, il s'arrêta. Il s'arrêta et resta dans la poussière près d'un vieux rouleau de clôture à neige à me regarder. Je l'appelai, mais il ne m'a pas suivi. Il aboya une ou deux fois comme pour me dire de revenir, mais ce fut tout. Bon, reste alors, dis-je en feignant l'indifférence. Mais je ne l'étais pas tout à fait. Candy Bill m'accompagnait toujours à la pêche. Ma mère vint à la porte et me regarda, la main gauche levée pour se protéger les yeux du soleil. Je la vois encore ainsi, et c'est comme regarder la photographie de quelqu'un qui plus tard devint malheureux ou mourut soudainement. Elle agita la main, j'agitai la mienne, puis je lui tournai le dos et m'éloignai. Le soleil frappait ma nuque, dur et brûlant pendant le premier quart de mille, puis j'entrai dans les bois, où une double ombre tombait sur le chemin, et l'air était frais et sentait le sapin, et on entendait le vent siffler dans les futaies profondes. Je marchais avec la canne sur l'épaule comme le faisaient les garçons à l'époque, tenant mon panier dans l'autre main comme une valise, le long d'une route qui n'était guère qu'une double ornière avec une bande d'herbe au milieu. Bientôt j'entendis le bavardage pressé et enthousiaste de Castle Stream. Je pensais aux truites et au dos moucheté et au ventre d'un blanc pur, et mon cœur bondit dans ma poitrine. Le ruisseau paraissait sous un petit pont de bois, et les berges qui descendaient vers l'eau étaient abruptes et broussailleuses. Je descendis prudemment, m'agrippant où je pouvais en enfonçant les talons. J'avais l'impression de quitter l'été pour revenir au milieu du printemps. La fraîcheur montait doucement de l'eau et il y avait une odeur verte comme de la mousse. Arrivé au bord, je restai un moment sans bouger, en respirant profondément ce parfum humide et regardant les libellules tournoyer et les insectes glisser à la surface. Puis un peu plus loin, je vis une truite sauter vers un papillon. Une belle fario, peut-être 14 pouces de long. Et je me rappelais que je n'étais pas venu ici pour admirer le paysage. Je longeai la berge en suivant le courant et mouillai ma ligne pour la première fois, le pont restant visible en amont. Quelque chose tira une ou deux fois sur le bout de ma canne et me mangea la moitié de mon verre. Mais quoi que ce fût, c'était trop malin pour mes mains de 9 ans, ou peut-être pas assez affamé pour se montrer imprudent, et j'abandonnai cet endroit. Je m'arrêtai à 2 ou 3 autres places avant d'arriver à l'endroit où Castle Stream se divise. L'un des bras filant vers le sud-ouest en direction de Castle Rock, l'autre vers le sud-est, vers le township de Kashwakamak. À l'un de ces endroits, je pris la plus grosse truite que j'ai jamais pêchée de ma vie, une merveille qui mesurait 19 pouces de la pointe du museau à l'extrémité de la queue sur la petite règle que je gardais dans mon panier. C'était un monstre de ruisseau, même pour l'époque. Si j'avais accepté cela comme un cadeau suffisant pour la journée, et si j'étais rentré, je ne serais pas en train d'écrire ces lignes maintenant. Et je vois bien que ce récit va être plus long que ce que je ne pensais. Mais je ne le fis pas. J'arrangeai ma prise sur le champ, comme mon père me l'avait appris, la nettoyer, la déposer sur de l'herbe sèche au fond du panier, puis recouvrir le tout d'herbe humide. Et je continuai. À 9 ans, je ne considérais pas qu'attraper une truite de 19 pouces fût particulièrement remarquable, bien que je me souvienne avoir été stupéfait que ma ligne n'ait pas cassé, quand sans épuisette et sans grande habileté, je l'avais hissée hors de l'eau dans un arc maladroit, avec la queue qui battait dans l'air. 10 minutes plus tard, j'arrivai à l'endroit où le ruisseau se séparait à cette époque. Il a disparu depuis, à la place, s'étend aujourd'hui un lotissement de maisons jumelées et une école primaire, et s'il y a encore un ruisseau, il coule dans l'obscurité. En contournant un énorme rocher gris, presque aussi grand que nos latrines, il y avait là une petite clairière agréable, herbeuse et souple, dominant ce que mon père et moi appelions le bras sud. Je m'accroupis sur les talons, laissai tomber ma ligne dans l'eau, et presque aussitôt j'accrochai une belle truite arc-en-ciel. Elle n'était pas de la taille de ma fario, à peine un pied, mais c'était un bon poisson tout de même. Je l'eus vidée avant même que ses ouïes aient cessé de frémir, la rangeai dans mon panier et remis ma ligne à l'eau. Cette fois, il n'y eut pas de touche immédiate. Alors, je m'adossai, levant les yeux vers la bande de ciel bleu visible le long du cours du ruisseau. Des nuages dérivaient d'ouest en est, et j'essayais d'imaginer ce qu'ils représentaient. Je vis une licorne, puis un coq, puis un chien, qui ressemblait d'ailleurs étrangement à Candy Bill.
Je cherchais la forme suivante quand je m'assoupis. Ou peut-être me suis-je vraiment endormi, je ne saurais l'affirmer. Tout ce que je sais, c'est qu'une secousse sur ma ligne, si forte qu'elle faillit m'arracher la canne des mains, me ramena brusquement à l'après-midi. Je me redressai, agrippai la canne et pris soudain conscience qu'il y avait quelque chose posé sur le bout de mon nez. Je louchai et je vis une abeille. Mon cœur sembla tomber mort dans ma poitrine et pendant une seconde atroce et certaine, je crus que j'allais me faire dessus. La ligne tira de nouveau, plus fort encore, mais bien que je gardasse ma prise sur la canne pour éviter qu'elle ne soit entraînée dans le ruisseau, je crois même que j'eus la présence d'esprit de bloquer la ligne avec mon index. Je ne fis aucun effort pour ramener ma prise. Toute mon attention horrifiée était fixée sur cette chose noire et jaune qui utilisait mon nez comme une aire de repos. Je sortis lentement ma lèvre inférieure et soufflai vers le haut. L'abeille frissonna un peu, mais resta en place. Je soufflai de nouveau, elle frissonna encore, mais cette fois elle sembla bouger d'un air irrité, et je n'osais plus souffler, de peur qu'elle ne perde complètement patience et ne me pique. Elle était trop près pour que je puisse distinguer ce qu'elle faisait, mais il m'était facile d'imaginer son dard s'enfonçant dans l'une de mes narines, injectant son venin vers mes yeux, vers mon cerveau. Une idée terrible me vint, que c'était l'abeille même qui avait tué mon frère. Je savais que ce n'était pas possible, et pas seulement parce que les abeilles ne vivaient probablement pas plus d'1 an, sauf peut-être les reines, pour elles je n'étais pas sûr. Ce ne pouvait être vrai parce que les abeilles meurent quand elles piquent, et je le savais déjà à 9 ans. Leur dard est barbelé, et quand elles tentent de s'envoler après l'avoir plantée, elles s'arrachent elles-mêmes. Pourtant l'idée persistait. C'était une abeille spéciale, une abeille du diable revenue pour finir l'autre fils d'Albion et de Loretta. Et il y a ceci encore. J'avais déjà été piqué par des abeilles, et bien que les piqûres aient peut-être un peu enflé plus que d'ordinaire, je n'en étais jamais mort. Cela n'était arrivé qu'à mon frère comme un piège terrible posé dès sa naissance, un piège auquel moi j'avais échappé. Et tandis que je louchais jusqu'à en avoir mal aux yeux pour tenter de la fixer, la logique n'existait plus. Seule n'existait l'abeille. L'abeille qui avait tué mon frère, si cruellement que mon père avait fait glisser les bretelles de sa salopette sur son visage gonflé pour que ma mère ne voie pas ce qu'était devenu son premier-né. Maintenant, l'abeille était revenue, et maintenant elle me tuerait. Je mourrais en convulsions sur la berge, me débattant comme une truite quand on lui retire l'hameçon. C'est alors que je tremblais au bord de la panique, prêt à bondir sur mes pieds et à fuir n'importe où, qu'un bruit éclata derrière moi, sec et impérieux comme un coup de pistolet. Mais ce n'était pas un coup de feu. C'était quelqu'un qui frappait dans ses mains. Une seule claque. Et à cet instant précis, l'abeille tomba de mon nez et s'affaissa dans mon giron. Elle resta là sur mon pantalon, les pattes dressées et son dard réduit au fil noir inoffensif sur le velours côtelé brun et raflé. Elle était morte, comme un clou. Je le vis aussitôt. Au même moment, la canne subit une nouvelle secousse, la plus violente encore, et je faillis la perdre. Je l'empoignai à 2 mains et donnai un grand coup, stupide, qui aurait fait se prendre la tête à mon père s'il avait été là pour me voir. Une truite arc-en-ciel plus grosse que celle que j'avais déjà prise jaillit hors de l'eau dans un éclat mouillé, projetant de fines gouttelettes de sa queue. On aurait dit une image de ces magazines de pêche d'autrefois. Mais à cet instant, ramener un gros poisson était la dernière chose à laquelle je pensais, et lorsque la ligne se rompit et que la truite retomba dans l'eau, je le remarquai à peine. Je me retournai pour voir qui avait applaudi. Un homme se tenait au-dessus de moi, à la lisière des arbres. Son visage était très long et très pâle. Ses cheveux noirs étaient plaqués contre son crâne et séparés par une raie d'une rectitude méticuleuse sur le côté gauche de sa tête étroite. Il était très grand. Et il portait un costume noir, 3 pièces. Et je sus aussitôt qu'il n'était pas un être humain, car ses yeux étaient de l'orange rougeâtre des flammes dans un poêle à bois. Je ne parle pas seulement des iris, car il n'avait ni iris, ni pupille, ni blanc de l'œil. Ses yeux étaient entièrement orange, un orange qui changeait et vacillait. Et il était trop tard maintenant pour ne pas dire exactement ce que je veux dire, n'est-ce pas? Il brûlait de l'intérieur. Et ses yeux comme ces petits hublots en mica qu'on voit parfois dans la porte du poêle. Ma vessie céda, et le brun éraflé sur lequel reposait l'abeille morte devint plus sombre. Je n'en eus presque pas conscience.
Je ne pouvais détacher mes yeux de l'homme debout au sommet de la berge qui me regardait. L'homme qui semblait avoir traversé 30 milles de forêt sauvage de l'ouest du Maine dans un élégant costume noir et des chaussures étroites de cuir luisant. Je voyais la chaîne de montre scintiller sur son gilet au soleil. Pas une aiguille de pin ne le touchait. Eh bien, voilà un petit pêcheur. Imaginez donc, sommes-nous bien tombés, petit pêcheur? Oui. Bonjour, monsieur. La voix qui sortit des moi ne tremblait pas, mais elle ne me ressemblait pas non plus. Elle paraissait plus âgée, peut-être celle de Dan, ou même celle de mon père. Et tout ce que je pensais, c'était peut-être il me laisserait partir si je faisais semblant de ne pas voir ce qu'il était. Si je faisais semblant de ne pas voir les flammes danser là où ses yeux auraient dû être. Je vous ai sans doute épargné une mauvaise piqûre. Puis, à ma grande horreur, il descendit la berge jusqu'à moi qui était assis là avec une abeille morte sur mes genoux trempés et une canne en bambou sans force dans les mains. Ses chaussures de ville aux semelles lisses auraient dû glisser sur l'herbe basse et humide de la pente. Mais elles ne glissèrent pas. Et elles ne laissèrent pas de traces non plus. Je l'avais vu, là où ses pieds avaient touché, ou en tout cas semblaient toucher, il n'y avait ni brindilles cassées, ni feuilles écrasées, ni empreintes. Avant même qu'il n'arrive à ma hauteur, je reconnus l'odeur qui montait de son costume. Une odeur d'allumettes brûlées, une odeur de soufre. L'homme au costume noir était le diable. Il avait marché hors des bois profonds entre Moton et Kashwakamak, et maintenant il se tenait près de moi. Du coup de l'œil, je voyais une main aussi pâle que celle d'un mannequin de vitrine. Les doigts étaient hideusement longs. Il s'accroupit près de moi, les genoux craquant comme ceux d'un homme ordinaire, et lorsqu'il laissa pendre ses mains entre ses genoux, je vis que chacun de ses longs doigts se terminait non par un ongle, mais par une longue griffe jaune. Tu n'as pas répondu à ma question, petit pêcheur. Sommes-nous bien tombés? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. J'avais plus peur que je ne pourrais jamais l'écrire, plus peur que je veux bien m'en souvenir, mais je m'en souviens. L'idée que je pouvais rêver ne me traversa même pas l'esprit, bien que elle aurait peut-être pu me venir si j'avais été plus âgé. Mais j'avais 9 ans, et je reconnaissais la vérité quand elle s'accroupissait à côté de moi. Je savais distinguer un épervier d'une scie, comme disait mon père. L'homme qui était sorti des bois cet après-midi était le diable, et dans les trous vides de ses yeux, son cerveau brûlait. Oh, est-ce que je sens quelque chose? Est-ce que je sens quelque chose d'humide? Il se pencha vers moi, le nez avancé comme pour humer une fleur, et je remarquai une chose terrible. Lorsque l'ombre de sa tête glissait sur l'herbe, celle-ci jaunissait et mourait. Il abaissa le visage vers mon pantalon et renifla. Ses yeux flamboyants se plissèrent à demi comme s'il venait d'aspirer un parfum sublime. Oh, mauvais. Délicieusement mauvais. Opale, diamant, saphir, jade, je sens la limonade de Gary. Il se jeta en arrière dans la clairière et éclata de rire. Je pensais à fuir, mais mes jambes semblaient à 2 compter de mon cerveau. Je ne pleurais pas, j'avais trop peur pour pleurer. Je sus soudain que j'allais mourir, et probablement dans la douleur. Mais le pire était que ça ne serait peut-être pas le pire. Le pire viendrait peut-être après, une fois mort. Il se redressa brusquement. L'odeur d'allumettes brûlées s'échappait de son costume et me donnait la nausée. Il me regarda solennellement de son visage étroit et blanc aux yeux en flammes, mais quelque chose en lui riait encore. Mauvaise nouvelle, petit pêcheur. Je viens avec une mauvaise nouvelle. Je ne pouvais que le fixer. Le costume noir, les belles chaussures noires, les longs doigts pâles terminés par des cerfs. Petit pêcheur, ta mère est morte. Non! Je revis ma mère, le trisson de pain, la boucle d'or sur son front, la lumière du matin sur son visage. La terreur me submergea de nouveau, mais cette fois, pour elle, pas pour moi. Je revis aussi son visage lorsqu'elle m'avait regardé partir, la main en visière contre le soleil,
Et comment elle m'avait semblé à cet instant, comme la photographie de quelqu'un qu'on croit revoir et qu'on ne revoit jamais. Non, vous mentez. Il sourit. Le sourire patient et triste d'un homme souvent accusé à tort. Je crains que non. C'est la même chose qui est arrivée à ton frère, Gary. Une abeille. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a 35 ans. Si une piqûre pouvait la tuer comme Dany, elle serait morte depuis longtemps. Et vous êtes un salaud de menteur. J'avais traité le diable de salaud. J'en eus conscience. Mais toute la partie avant de mon esprit était occupée par l'énormité de ce qu'il venait de me dire. Ma mère, morte. Il aurait aussi bien pu me dire que la lune était tombée sur le Vermont. Et pourtant, je le croyais. À un certain niveau, je le croyais complètement, comme on croit toujours à un certain niveau la pire chose que notre cœur puisse imaginer. Je comprends ton chagrin, petit pêcheur. Mais cet argument ne tient pas. Un homme peut passer toute sa vie sans voir un merle moqueur. Cela signifie-t-il que les merles moqueurs n'existent pas? Il pointa soudain un doigt vers le ruisseau, et une truite sauta. Il fronça les sourcils, puis la désigna. La truite se tordit dans l'air, son corps se pliant si violemment qu'un instant elle semblait vouloir se mordre la queue, et quand elle retomba dans Castle Stream, elle flottait, morte. Elle heurta le grand rocher gris où l'eau se divisait, tourna 2 fois dans le tourbillon, puis s'éloigna vers Castle Rock. Il me regarda de nouveau, ses lèvres minces retroussées sur de petites dents aiguës. Ta mère n'avait simplement jamais été piquée de sa vie. Mais il y a moins d'1 heure, une abeille est entrée par la fenêtre de la cuisine, pendant qu'elle sortait le pain du four. Je me bouchai les oreilles. Il pinça les lèvres et souffla légèrement vers moi. Ce n'était qu'un petit souffle, mais l'odeur était immonde au-delà de toute description. Les égouts bouchés, les latrines jamais désinfectées, la volaille pourrie après une inondation. Mes mains retombèrent. Bien. Tu dois entendre cela. C'est elle qui a transmis cette faiblesse à ton frère. Toi, tu en as reçu un peu, mais ton père t'a transmis aussi une protection que Dan n'a pas eue. Ainsi, sans vouloir parler en mal des morts, n'est-ce pas presque une justice poétique? Après tout, elle a tué ton frère, aussi sûrement que si elle lui avait mis un revolver sur la tempe. Non. Non, ce n'est pas vrai. Je t'assure que si. L'abeille est entrée par la fenêtre, et elle s'est posée sur son cou. Elle l'a frappé avant même de comprendre ce qu'elle faisait. Tu as été plus sage qu'elle, n'est-ce pas, Gary? Et l'abeille l'a piqué. Elle a senti sa gorge se refermer aussitôt. C'est ce qui arrive aux gens qui ne tolèrent pas le venin. Leur gorge se ferme et se noie à l'air libre. C'est pour cela que le visage de Dan était si enflé, si violet. C'est pour cela que ton père l'a couvert avec sa chemise. Je le fixais, incapable de parler. Les larmes coulaient le long de mes joues. Je ne voulais pas le croire, et je savais par mes leçons d'église que le diable est le père du mensonge. Et pourtant je le croyais quand même. Elle a fait des bruits merveilleusement affreux. Elle s'est griffé le visage, je le crains. Ses yeux sont sortis de leurs orbites comme ceux d'une grenouille. Elle a pleuré. Elle a pleuré en mourant, n'est-ce pas, doux? Et voici la plus belle chose de toutes. Après sa mort, après qu'elle est restée étendue 15 minutes sur le sol de la cuisine, sans aucun autre bruit que celui du four qui tic-taquait avec ce petit dard d'abeille, si petit, dépassant de son cou. Sais-tu ce que qu'un débile a fait? Le petit coquin lui a léché les larmes, d'un côté, puis de l'autre. Il regarda le ruisseau un instant, le visage empreint d'une tristesse méditative. Il se tourna de nouveau vers moi et cette expression disparut, comme un rêve. Son visage devint avide, creux, comme celui d'un cadavre mort de faim.
Ses yeux flamboyaient. Je voyais ses petites dents entre ses lèvres pâles. J'ai faim. Je vais te tuer et te manger, petit pêcheur. Qu'en penses-tu? Je voulus dire non, s'il vous plaît, non. Mais aucun son ne sortit. Il le voulait vraiment. Je le voyais. Il le voulait vraiment. J'ai tellement faim. Et tu ne voudras pas vivre sans ta précieuse maman de toute façon. Ton père est le genre d'homme qui aura besoin d'un trou chaud se glisser, crois-moi. Et si tu es le seul disponible, je vais t'épargner tout cet inconfort. Et puis tu iras au ciel, songe à cela. Les âmes assassinées vont toujours au ciel. Ainsi nous servirons tous deux Dieu cet après-midi, Gary. N'est-ce pas charmant? Il tendit vers moi ses longues mains pâles. Sans réfléchir, j'ouvris le couvercle de mon panier, fouillai jusqu'au fond et en sortis la grande truite Fario que j'avais prise plus tôt, celle dont j'aurais dû me contenter. Je la lui tendis à l'aveugle, les doigts enfoncés dans l'ouverture rouge de son ventre, d'où j'avais retiré ses entrailles, comme il menaçait de retirer les miennes. L'œil vitreux du poisson me regarda rêveusement. L'anneau doré autour de la pupille noire me rappela l'alliance de ma mère. Et à cet instant, je la vis dans son cercueil, le soleil brillant sur l'anneau, et je sus que c'était vrai. Elle avait été piquée, et elle s'était noyée dans l'air chaud et parfumé de pin, et Candy Bill avait lâché ses larmes sur ses joues gonflées. Gros poisson! Un gros poisson! S'exclama l'homme d'une voix gourmande. Il me l'arracha et l'enfonça dans une bouche qui s'ouvrit plus largement qu'aucune bouche humaine ne pouvait le faire. Des années plus tard, à 65 ans, l'année où j'ai pris ma retraite, je vis un requin à l'aquarium de Boston. La bouche de l'homme au costume noir ressemblait à celle de ce requin quand elle s'ouvrait, sauf que sa gorge flamboyait d'un orange ardent, la même couleur que ses yeux. Je sentis la chaleur me frapper le visage comme une bouffée sortant d'un foyer quand une bûche sèche s'embrase. Et je n'ai pas imaginé cette chaleur, je le sais. Car juste avant qu'il n'avale la tête de ma truite de 19 pouces, je vis les écailles se hérisser et se recroqueviller comme du papier au-dessus d'un incinérateur. Il fit glisser le poisson comme un saltimbanque avale une épée. Il ne mâcha pas. Ses yeux en flammes se gonflèrent d'effort. Le poisson disparut lentement, sa gorge se boursouflant à mesure qu'il descendait. Alors il se mit à pleurer, et ses larmes étaient du sang, épais et rouge. Je crois que ce sont ces larmes sanglantes qui me rendirent mon corps. Je bondis sur mes pieds comme un ressort libéré, me retournai, la canne encore à la main, et m'enfuis, en arrachant des touffes d'herbe pour grimper la pente plus vite. Il poussa un bruit étranglé, furieux, le bruit d'un homme qui a la bouche trop pleine, et je me retournai jusqu'au sommet. Il venait derrière moi, la veste battant, la chaîne d'or scintillant au soleil. La queue du poisson dépassait encore de sa bouche, et je sentais l'odeur de chair rôtie. Il tendit ses serres vers moi. Je courus le long de la berge. Au bout d'une centaine de mètres, je retrouvai ma voix et me mis à hurler. De peur, bien sûr, mais aussi de chagrin pour ma mère morte. Il me poursuivait. J'entendais les branches cassées et les buissons fouettés. Je ne me retournai plus. Je baissai la tête, plissai les yeux et courus aussi vite que je le pus. À chaque pas, je m'entendais à sentir ses mains sur mes épaules, me tirant vers une étreinte brûlante. Mais cela n'arriva pas. Je vis le pont à travers les feuillages. Je grimpais la berge, glissais, me relevais, et à mi-pente, je me retournais. Il était presque à mes talons, le visage convulsé de rage, éclaboussé de larmes sanglantes. Sa bouche béante pendait comme une charnière. « Petit pêcheur !» Il me saisit presque le pied. Je me dégageai, me retournai et lui lançai ma canne. Il la repoussa, mais s'en mêla, et tomba à genoux. Je ne regardai pas davantage. Je franchis la rambarde du pont d'un saut maladroit, m'égratignant les mains, me cognant la tête. Puis je me relevai et je courus. Je courus comme seuls les garçons de 9 ans savent courir, comme le vent. Il me semblait que mes pieds ne touchaient plus le sol, ou au moins d'une foulée sur 3. Je courus jusqu'à ce que mes tempes battent, un point brûlant au flanc, un goût métallique au fond de la gorge. Et quand je ne pus plus courir, je m'arrêtai et me retournai. Il n'était plus là. La route était vide, et pourtant je sentais qu'il était encore dans les bois. Je me remis à marcher aussi vite que je le pouvais, en boitant légèrement.
J'avais dû me froisser des muscles aux deux jambes, car le lendemain matin, j'étais si endolori que je pouvais à peine me lever. Je ne cessais de jeter des regards par-dessus mon épaule, vérifiant encore et encore que la route derrière moi restait vide. Elle l'était à chaque fois, mais ces coups d'œil n'apaisaient pas ma peur, ils l'augmentaient. Les sapins me semblaient plus sombres, plus massifs, et j'imaginais derrière eux de longs couloirs de forêts enchevêtrées, des ravins où n'importe quoi pouvait vivre. Jusqu'à ce samedi de 1914, j'avais cru que les ours étaient ce que les bois pouvaient contenir de pire. 1 mile plus loin environ, là où le chemin quittait les arbres pour rejoindre Geoghegan Flat Road, je vis mon père marcher vers moi en sifflotant « The Old Oaken Bucket ». Il portait sa propre canne, celle avec le moulinet brillant commandé chez Montgomery Ward. Dans l'autre main, son panier, celui dont ma mère avait orné l'anse d'un ruban tissé du temps où Dan était encore vivant. Et sur le ruban, elle avait brodé « Consacré à Jésus ». Je marchais, mais en le voyant, je me remis à courir. Je criais de toutes mes forces, titubant sur mes jambes épuisées comme un marin ivre. L'expression de surprise sur son visage quand il me reconnut aurait pu être comique en d'autres circonstances. Il laissa tomber sa canne et son panier dans la poussière et courut vers moi. Je ne l'avais jamais vu courir si vite. Quand nous nous heurtâmes, c'était un miracle que nous ne tombions pas tous les deux. Mon visage frappa sa boucle de ceinture et je saignai un peu du nez, mais je ne m'en rendis compte que plus tard. À cet instant, je ne fis que m'agripper à lui, de toutes mes forces, enfouissant ma figure brûlante contre sa chemise de travail bleu, la mouillant de sang, de larmes et de morve. « Gary, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé ?»« Maman est morte. J'ai rencontré un homme dans les bois, il me l'a dit. Elle a été piquée par une abeille comme Dan et elle est morte. Elle est par terre dans la cuisine et Candy Bill lui a léché les... » Je ne pus finir. Ma poitrine se soulevait par à-coups. Je me mis à hurler, non pas comme un enfant qui s'est écorché le genou, mais comme un chien ayant vu quelque chose d'affreux sous la lune. Mon père me serra contre lui, puis me prit le menton pour me forcer à le regarder. « Ta mère va très bien. » Je me suis arrêté chez Eversham moins longtemps que prévu. C'était surtout des bavardages. Je me suis dit que j'avais le temps de te rattraper. Ta mère nous a préparé des tartines de sa nouvelle fournée, encore tiède. Elle allait très bien il y a une demi-heure. Il n'y a personne venu de ce côté en si peu de temps, je te le garantis. Il regarda derrière moi. Qui est cet homme? Où l'as-tu vu? Je vais le retrouver et lui donner une correction dont il se souviendra. 1000 pensées me traversèrent en 2 secondes, mais la dernière domina toutes les autres. Si mon père rencontrait l'homme au costume noir, ce ne serait pas lui qui repartirait. Je ne me souviens pas très bien. Peut-être que tu t'es endormi au bord du ruisseau. Peut-être que tu as fait un mauvais rêve, comme ceux que tu faisais l'hiver dernier à propos de Dan. J'avais eu beaucoup de cauchemars à propos de Dan. Je l'avais vu dans des placards, dans l'ombre du cellier, le visage violet, étranglé. Je m'étais éveillé en criant. J'avais bien somnolé près du ruisseau. Mais je n'avais pas rêvé. Et pourtant, je hochais la tête. Allez, viens. Allons chercher ta canne et ton panier. Il fit un pas vers les bois, mais je m'accrochai à son bras. Plus tard. Je veux voir maman. Il hésita, puis acquiesça. Nous rentrâmes ensemble. Candy Bill surgit en aboyant. Je lâchai le panier de mon père et courus vers la maison, le cœur battant, certain que je retrouverais ma mère, morte, sur le sol de la cuisine. Mais elle était là, au comptoir, en train d'écosser les pois. Elle leva les yeux vers moi, surprise, puis inquiète, en voyant mon visage blême. « Gary, qu'est-ce qu'il y a ?» Je me jetai contre elle et la couvris de baisers. Mon père entra et dit « Ne t'inquiète pas, Allo. Il a fait un mauvais rêve au bord du ruisseau. » Oh, que Dieu fasse que ça soit le dernier. 2 heures plus tard, mon père et moi retournions au ruisseau. Je portais la vieille Bible familiale tenue devant moi à 2 mains comme une arme. J'avais pensé prendre seulement le Nouveau Testament, celui gagné au concours de mémorisation des psaumes, mais cela ne m'avait pas semblé suffisant si l'on devait peut-être affronter le diable lui-même. Nous arrivâmes à la clairière. L'herbe était verte, sauf à un endroit, là où il s'était allongé. Là, l'herbe était jaune, morte, en forme d'homme. Mon père descendit,
renifla et grimaça. Ça sent les allumettes brûlées. Il remonta en hâte, jeta un regard derrière lui. Mon panier était vide. Tu disais que tu avais pris une truite arc-en-ciel ? Oui, monsieur. Elle ne s'est pas envolée toute seule si elle était vidée. Quelque chose l'a mangée. Il regarda de nouveau les bois. On s'en va. Près du pont, il trouva un autre cercle d'herbes brûlées. Je regardais mon panier vide. Il a mangé l'autre aussi. La grosse. L'autre ? Quelle autre ? Une truite fario ? Une grande ? Il ne répondit pas. Il monta sur le pont, prit mon panier, le vida dans le ruisseau. Il flotta un instant, puis l'eau entra entre les brins d'osier et s'enfonça lentement. Il sentait mauvais. Et nous ne parlâmes plus. Les années ont passé. 80 ans. Longtemps je n'ai pas pensé à ce jour, du moins pas éveillé. Mais maintenant je suis vieux. Et dans l'obscurité je me demande si j'ai survécu par grâce ou par chance. Je me dis que je n'ai pas à craindre le diable. J'ai vécu honnêtement, j'ai chanté des cantiques, j'ai ramené ma mère à l'église, cet été-là. Mais dans le noir, ces pensées ne me consolent pas. Car le petit pêcheur de 9 ans n'avait rien fait pour mériter la visite du diable, lui non plus. Et pourtant, le diable est venu. Parfois dans la nuit, j'entends encore ce murmure, une voix basse, inhumaine. Gros poisson. Et toutes les certitudes morales du monde s'effondrent devant sa fin. I'm cucumbered! I have 500 wood and 500 plants! I can't walk! Okay. Fine. Where's my construction hammer? This is... What's this? Can I only build this? Oh. Okay, well, we can build a nice house here. Here. We'll have a little grab. I don't fucking have a... God damn it! Can I change the materials? Ah, fuck! Yeah, I'm just carrying 500 branches.